That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. Nous sommes avec Mosley dans la rubrique politique. Mosley, aujourd'hui, on reçoit le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, M. Alain-Claude Bilévizé. Effectivement, nous recevons monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilévizé, ce matin, pour discuter avec lui de tout ce qui est inhérent au fonctionnement de son ministère, mais surtout d'aborder les questions relatives au 9e sommet ou la 9e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, qui s'est passée à Libreville, mais également parler du Conseil de paix et de sécurité de l'UA qui devra se réunir à Libreville la semaine prochaine. Et nous aborderons des questions migratoires et par la suite, on traitera évidemment tout ce qui est en rapport avec le fonctionnement interne du ministère des Affaires étrangères. Et bonjour Monsieur le ministre, avant de commencer notre entretien, on va vous réitérer nos vœux pour cette nouvelle année. Merci, bonne heureuse année 2020 à vous tous. On n'a jamais autant parlé de la CEAC depuis que vous êtes ministre des Affaires étrangères. Je me disais souvent que nous, les populations, ne ressentent pas les effets de cette organisation panafricaine. Qu'est-ce qui fait que ça soit beaucoup à l'ordre du jour depuis que vous êtes ministre des Affaires étrangères? Et surtout, qu'est-ce que la CAC? D'abord, je ne sais pas si on en parle plus maintenant qu'avant. Je dois avouer que avant, j'étais préoccupé par d'autres départements ministériels. Je ne faisais pas toujours très attention. Donc, je ne sais pas si on en parle davantage aujourd'hui que par le passé. Mais il est vrai que ça a été une question d'actualité et ça l'est encore, dans la mesure où le président de la République a reçu un mandat de ses pairs de la CEAC en 2015, à N'Djamena, de porter la réforme de cette institution. La CEAC est une belle organisation sous-régionale. Vous savez que dès le début des indépendances, en 1963, les pays d'Afrique ont construit l'OUA comme vecteur de l'unité africaine. Et le Gabon y a pris une part importante. Et c'est ainsi que 14 ans quasiment après la création de l'OUA, le Gabon a accueilli le premier sommet ici en 1977. Nous n'étions à l'époque que 500 000 habitants, figurez-vous, mais ça montre bien la part que le Gabon prend au niveau de la coopération et surtout de l'unité africaine. En 1983 a été créée donc la CEAC par le traité de Libreville. C'est vous dire que nous sommes liés par l'histoire de la CEAC parce que c'est à Libreville que la CEAC a été créée par un traité de 1983 et nous abritons donc le siège de cette communauté économique régionale. Et la réforme de l'Union africaine qui a été portée par le président Kagame avec le soutien du président Ali Bongo Ondimba a fait des communautés économiques régionales, ça veut dire la CEAC, la CEDEAO, les piliers de l'intégration africaine. Demain, lorsqu'on parlera de l'intégration, on ne pourra pas en parler sans la CEAC. La CEAC est l'élément qui porte pour notre sous-région la question de l'intégration. Et la CEAC est le seul élément qui est reconnu par l'Union africaine, par les Nations unies. Il s'agit donc d'un élément qui est à la fois politique, qui est diplomatique, qui est économique, mais qui est même social. Et vous avez raison, les populations ne comprennent pas très bien les enjeux autour de la question de la CEAC. On va essayer d'expliquer ces enjeux. D'abord, nous sommes aujourd'hui 2 millions d'habitants, dans une sous-région qui en compte 187 millions. Vous comprenez que nous sommes un des pays les moins peuplés de la CEAC. Et si nous regardons la question de l'économie, nous avons besoin d'avoir des marchés. Et 2 millions d'habitants, ce n'est pas suffisant pour avoir un marché. Le marché, c'est la CEAC. Le marché, c'est le Congo, Kinshasa, avec ses 90 millions d'habitants aujourd'hui. Le marché, c'est l'Angola, avec ses 50 millions d'habitants. C'est ça que nous avons aujourd'hui comme marché dans notre sous-région. Et si nous regardons la question précisément de la paix, de la sécurité, nous avons besoin des instruments de la CEAC pour assurer la quiétude dans notre sous-région, assurer la paix entre les peuples, assurer la sécurité entre les peuples. Et nous avons besoin d'aller demain vers la libre circulation des personnes. C'est peut-être pour cela que les populations ne ressentent pas encore les effets de la CEAC. Parce que, contrairement à d'autres communautés régionales comme la CEDEAO, nous n'avons pas encore cette libre circulation des personnes. Mais l'idée, et c'est pour cela qu'on a fait la réforme, c'est de favoriser cette libre circulation des personnes pour que vous, aujourd'hui, vous puissiez vous déplacer librement au niveau des 11 États que compte la CEAC. Je veux les rappeler, il y a les 6 États déjà de la CEMAC, plus l'Angola, la RDC, le Burundi, le Rwanda. Tout cela aujourd'hui, c'est ça qui constitue le socle de la CEAC et Sao Tomé et Principe. Il y a toujours eu une grande question en ce qui concerne la mobilité des populations dans les zones sous-régionales. C'est la question de l'immigration clandestine. Comment on va faire? Mais si vous regardez bien, par exemple, la situation du Gabon,
l'immigration clandestine la plus forte ne vient pas des pays de la CEAC. Vient des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. On va en parler. Mais ce n'est pas les pays de la CEAC qui sont les plus nombreux représentés à Libreville dans ce que vous avez appelé immigration clandestine. Mais restons d'abord à la question, si vous voulez, d'intégration. Parce que j'ai accepté votre invitation et je vous en remercie pour que nous continuions à expliquer à nos populations les raisons pour lesquelles le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est engagé sur cette question de l'intégration. Je prends votre exemple. Vous êtes une jeune entreprise dynamique. Vous avez besoin d'un marché de vous projeter. Votre marché aujourd'hui, c'est Libreville. Libreville, c'est 800 millions d'habitants à peu près, 800 000 habitants, pardon. Ce n'est pas suffisant pour que nous ayons une dynamique autour de la question de la publicité. Si vous prenez les 15 millions d'habitants de Kinshasa, là, on parle déjà d'autre chose. Ça veut dire que demain, avec la mise en valeur, la mise en musique de la CEAC, vous pourrez, en tant que Urban FM, vous installer à Kinshasa. Sans qu'il y ait besoin, comme vous dites, vous êtes une entreprise gabonaise. Vous êtes une entreprise de la communauté économique régionale qu'est la CEAC. Vous vous installez à Kinshasa, vous vous installez à Luanda. C'est un développement formidable pour nous, Gabonais, qui sommes un peu champions sur ces questions de nouvelles technologies et de médias. Et donc, on a là un marché qui s'ouvre à nous et c'est fondamental de l'expliquer. Je vous prendrai 2 autres exemples et on passera à vos questions si vous le permettez. J'étais précédemment ministre de la Culture. Lorsqu'un artiste gabonais produit un CD, un titre, un album, allez, il va compter sur à peu près maximum 100 000 consommateurs potentiels. Parce qu'il a un espace qui est réduit. Mais si son espace devient la RDC, l'Angola, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, même s'il vendait 1% sur ce marché de 187 millions d'habitants, c'est largement au-dessus des 100% qu'il aurait pu vendre au Gabon. C'est ça qu'il faut comprendre dans nos enjeux. Le troisième exemple que je prendrai, c'est la question de la migration scolaire. Aujourd'hui, pour que les étudiants gabonais aillent apprendre l'anglais, ils vont en Afrique du Sud, ils vont au Ghana, pour ce qui est du continent africain. Ils vont même parfois plus loin en Europe. Mais vous pourrez demain aller au Rwanda. C'est à 2h30 de vol de Libreville. Il y a des vols quasiment chaque semaine, 2 à 3 vols par semaine, sinon plus. Et donc, les parents peuvent être ici à Libreville, scolariser leurs enfants au Rwanda, aller leur rendre visite régulièrement, sans que ça ne coûte aussi cher que s'ils étaient en Angleterre, mais avec la même qualité d'enseignement qu'aujourd'hui offre le Rwanda. Quelles sont les Monsieur le étapes ministre, donc, que vous allez mettre en place pour qu'on arrive à ces objectifs-là? Je colle à ta question. Monsieur le ministre, on parle d'une communauté économique quand même qui regroupe 11 États. Vous avez parlé de ceux qui s'ajoutent à ceux qui sont déjà dans la CEMAC. Et on ne peut pas oublier que certains de ces États ont des langues qui ne sont pas en fait, qui ne sont pas habituelles en fait pour le Gabon. Je pense notamment au portugais ou à l'espagnol. Vous avez évoqué l'anglais, ça peut encore passer. Alors comment est-ce que dans les discussions vous avez abordé aussi la question de la barrière de la langue, parce que c'est quand même quelque chose qui est hyper important lorsqu'on parle d'intégration. Mais précisément, l'intégration, c'est s'enrichir de ce que les autres sont et de ce que les autres apportent. Lorsque nous discutons aujourd'hui au sein de la CEAC, il faut savoir que la CEAC a des langues officielles. Les langues officielles de la CEAC, c'est le français, c'est l'anglais, c'est l'espagnol, c'est le portugais. Autrement dit, les langues parlées dans les 11 pays de la CEAC. Nous avons des voisins immédiats. La Guinée équatoriale, c'est le seul pays d'Afrique où on parle espagnol. Au lieu d'envoyer des étudiants en Espagne, ça coûte cher, c'est en zone euro. On peut les envoyer en Guinée équatoriale pour des bains linguistiques, ça coûte moins cher, c'est en zone CFA, c'est des voisins. Au lieu de les envoyer au Portugal en zone euro, on les envoie à Sao Tomé et Principe ou à Luanda, en Angola, pour des bains linguistiques. Et donc, c'est tout ceci qu'il faut arriver à comprendre. La question de la langue n'est pas un frein. Au sein de l'Union européenne, tout le monde ne parle pas la même langue. Mais pourtant, l'Union européenne existe comme communauté économique et avec des échanges entre États, entre communautés. Et là, c'est ce qui nous revient à la question que effleurait Dafesh tout à l'heure, notamment en rapport avec les réformes que vous avez décidé d'engager. D'ailleurs, les chefs d'État... Quand vous dites vous, c'est l'État. Je parle des chefs d'État qui vous ont donné mandat à l'occasion de la 9e session extraordinaire de pouvoir asseoir une réelle intégration sous-régionale. Quelles seront les étapes à mener d'ici les 6 prochains mois? Alors, d'abord, vous faites bien de poser cette question parce que ça ramène à expliquer les enjeux du sommet que le chef de l'État a convoqué. Pendant des années, on a travaillé sur une réforme, mais il fallait bien décider de sa mise en œuvre. D'où la convocation de ce sommet à Libreville qui a donc validé et adopté les principaux textes de la réforme. Le traité révisé, qui est le texte principal de la CEAC, avec 4 autres textes. Et nous avons donc décidé d'un chronogramme. La prochaine grande étape, c'est le mois de juin 2020,
pour un sommet ordinaire qui va faire 3 choses. La première chose, mettre en place la commission de la CEEAC. Ça veut dire que désormais, il y aura une commission, comme il existe une commission de l'Union européenne, une commission de la CEDEAO, il y aura une commission de la CEEAC avec un président de la commission, un vice-président et 5 commissaires en charge de départements précis. Département paix et sécurité, département environnement, département économie, développement, etc. Et première chose, mettre en place cette commission. Deuxième chose, installer la commission dans les nouveaux locaux de la CEEAC, qui ont donc été choisis par le chef de l'État. C'est l'ancienne banque centrale qui va désormais accueillir l'exécutif de la CEEAC. Qui se situe à quel... Au boulevard. Sur le boulevard des institutions de Libreville, à l'angle du boulevard Triomphal et du boulevard Jean-Paul II. Et troisième chose qu'on va devoir faire, c'est au mois de janvier, avant la fin du mois de janvier, nous allons saisir les États pour leur envoyer à chaque État tous les instruments qui ont été ratifiés à Libreville, qui ont été adoptés à Libreville pour ratification par leur Parlement. Leur envoyer également les instruments pour qu'ils puissent présélectionner leurs candidats. Et le Gabon va avoir des candidats pour différents postes, mais chaque État peut postuler à différents commissariats, mais ne peut être élu qu'à un seul, puisqu'il y a 7 postes qui sont prévus, et donc il y a 11 États. Il y aura donc 4 qui ne seront pas retenus cette fois-ci et qui attendront leur tour, puisqu'on est élu pour un mandat de 5 ans non renouvelable. L'autre étape va consister à convoquer 2 conseils des ministres de la CEEAC. Le premier conseil, c'est pour enregistrer et examiner les candidatures, pour les soumettre au chef d'État. Le second conseil, à peu près entre le mois de mai et le mois de juin, pour préparer le sommet ordinaire qui va donc se tenir pour passer le témoin. Donc nous sommes très proches de la mise en œuvre effective des instruments qui ont été adoptés à Libreville. Nous ne sommes plus sur une vue de l'esprit, nous sommes sur un calendrier qui court de janvier à juin. Donc 6 mois, c'est serré. On va devoir travailler dans les 6 mois pour mettre en place cette réforme importante et attendue par l'Union africaine. Vous avez vanté l'idée selon laquelle le fait qu'on ait une communauté plus large qui va au-delà des frontières de la CEMAC, près de 11 États, et les 11 États, on se rend bien compte qu'il y a quand même une situation qu'on peut trouver ambivalente. Il y a certains États qui appartiennent à d'autres sous-régions sur le plan institutionnel en Afrique. Est-ce que cela n'est pas de nature à pouvoir quand même un tout petit peu affaiblir la CEEAC ? Disons que c'est une question qui se pose à la plupart des communautés économiques régionales. Lorsque vous avez des États qui partagent des frontières avec d'autres communautés, c'est le cas du Tchad qui est un État d'Afrique centrale, mais qui aurait très bien pu être un État d'Afrique de l'Ouest ou un État d'Afrique de l'Est, parce qu'il y a plusieurs frontières que le Tchad partage avec le centre de l'Afrique, du côté de la Centrafrique, avec le Niger, avec le Soudan, avec le Nigeria. Donc le Tchad aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Pareil pour l'Angola, pareil pour la RDC. Mais ces États ont choisi d'appartenir à la CEEAC parce que nous sommes potentiellement la communauté économique l'une des plus riches du continent et nous sommes paradoxalement la moins intégrée. Nous n'avons à peu près que 2,5 à 3% de commerce intracommunautaire. Il faut donc pour favoriser le commerce qu'il y ait davantage d'infrastructures de communication, dont des routes et des chemins de fer, des ports, des aéroports. Les aéroports existent, il faut donc maintenant qu'il y ait ouverture du ciel. C'est un des enjeux de notre communauté économique régionale, faire en sorte que demain le ciel soit ouvert et que les compagnies aériennes puissent desservir toutes les villes de la communauté pour favoriser précisément la circulation des personnes, la circulation des hommes d'affaires, la circulation des marchandises. Encore une fois, il faut qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Lorsque vous vous installez au Gabon pour produire, par exemple, du poulet de chair, ça va vous venir très cher parce que le marché gabonais est réduit. Mais si le marché, c'est la sous-région, et que vous pouvez avoir votre avion cargo qui, une fois par semaine, va livrer à N'Djamena, à Kigali, à Bujumbura, vous comprenez que vous avez là un marché plus important. Nous avons fait tous les pays de l'Afrique centrale, de la CEEAC. Lorsque vous arrivez à Bujumbura et que vous voyez la force avec laquelle les Burundais produisent au niveau de l'agriculture et des éléments dont nous avons besoin ici, les Burundais produisent eux-mêmes leur propre fromage dont nous avons besoin ici. Le Tchad, c'est 14 têtes de bétail, 14 millions de têtes de bétail. Nous importons la viande d'Argentine, du Chili, du Brésil. Si demain, le Gabon décide d'installer en N'Djamena, je prends un exemple, des abattoirs certifiés, nous importerions de la viande de bœuf de N'Djamena pour Libreville, en CFA. Ça nous coûtera moins cher que d'importer en euros ou en dollars. Donc les enjeux économiques sont importants
Et nous devons tous comprendre que le chef de l'État, lorsqu'il choisit cette bataille, il ne l'a choisi pas pour le fun, pardonnez-moi l'expression, il ne l'a choisi pas pour rayonner, il a choisi d'abord pour l'intérêt du Gabon. Et chaque fois que le Gabon s'est engagé sur la question de l'intégration, c'est toujours en regardant l'intérêt du Gabon. Et l'intérêt, il est là, il faut qu'on l'explique davantage. Et encore une fois, merci de nous en donner l'opportunité. On a 11 pays membres, 11 chefs d'État qui étaient attendus à Libreville, mais nous n'avons eu que 4. Non, Est-ce que monsieur. cela ne traduit pas une faiblesse de la diplomatie gabonaise? D'abord, ce n'était pas 4. Vous ne comptez pas le président Ali Bongo. Et ce sont les sommets de chefs d'État et de gouvernement. Et c'est le quorum des États, non pas le quorum des chefs d'État. Et vous aviez donc 5 chefs d'État sur 11. Vous aviez 2 premiers ministres et vous aviez 4 ministres des Affaires étrangères plénipotentiaires. Les ministres des Affaires étrangères représentent leurs États. Lorsque je me suis exprimé à la tribune des Nations Unies, c'était au nom de l'État gabonais et personne n'a dit est-ce que le Gabon était présent. Le Gabon était représenté. Et il n'était pas représenté au plus bas niveau, il était représenté par le ministre des Affaires étrangères. Donc au niveau de la diplomatie, les affaires étrangères représentent valablement le pays autant que le chef de l'État et autant que le chef du gouvernement. Et nous sommes présents. Monsieur le ministre, vous allez revoir les documents d'immigration parce que moi j'ai voyagé en Afrique de l'Ouest avec un Malien qui n'avait qu'un simple papier pour traverser toute l'Afrique de l'Ouest. Absolument. En Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est terrible. La carte d'identité suffit à voyager dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Et c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement dans notre sous-région. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Je comprends les peurs, je comprends les inquiétudes qui traversent la société gabonaise. Mais nous devons dessus être courageux et expliquer aux populations les enjeux qu'il y a derrière ceci. Nous voyons ce qui arrive chez nous. Et c'est vrai que ce que nous avons comme témoignage de l'immigration, c'est parce que nous n'avons pas chez nous une immigration que nous avons choisie et nous la subissons. Nous subissons l'immigration qui nous vient de personnes qui viennent en réalité chercher au Gabon de quoi partir ailleurs. Ce n'est pas vraiment une immigration d'installation, c'est une immigration de passage. On se fait un peu d'argent pour aller aux États-Unis, en Australie, au Canada ou en Europe. Mais lorsque nous prendrons demain la décision d'assumer le choix de l'immigration, nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de pharmaciens, de médecins, d'enseignants, et que nous dirions, nous voulons que viennent chez nous des médecins, des pharmaciens, comme le fait le Canada aujourd'hui, qui a besoin d'1 million de personnes en plus. Ça veut dire qu'on choisira librement notre politique migratoire. Donc, pour revenir à votre question, il y a déjà la coopération entre les polices pour que les fichiers soient les mêmes, soient lisibles. Donc, c'est une question qui est simple. Ou vous ouvrez les frontières pour mieux contrôler, ou vous les fermez et vous êtes débordés. Donc, le choix qu'il faut faire demain, c'est d'avoir un choix de frontières ouvertes, mais mieux contrôlées, mieux choisies, plutôt que de fermer et on n'arrive pas à fermer totalement nos frontières. Monsieur le ministre, nous avons 11 États et tous les États ne sont pas aussi stables que le Gabon en matière de sécurité et de paix. Vous savez, il y a un des 11 États, le Rwanda, qui a connu un génocide avec 1 million de personnes qui ont été exécutées, tuées, massacrées en quelques mois. Le Rwanda, aujourd'hui, a totalement ouvert les frontières. Vous arrivez aujourd'hui à Kigali et c'est sur place que vous prenez votre visa. Mais vous ne pouvez pas vous installer au Rwanda sans que l'État rwandais ne sache qui vous êtes, d'où vous venez, pour combien de temps vous restez. Ça veut dire qu'on met en place des mécanismes pour contrôler qui vient chez nous, pour combien de temps. Donc c'est à nous de nous organiser. Vous savez, encore une fois, ceux qui sont chez nous, qui sont à Montbouette, qui sont à Québec, qui sont à Tibentos, qui sont dans nos quartiers, on ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas pour combien de temps ils viennent. On ne sait pas de quoi ils vivent chez nous. Mais on soupçonne que beaucoup d'entre eux vivent d'éléments qui soient, on peut dire, illégaux ou illicites. Pourtant, ils sont là. Et donc, le choix qu'il faudra faire demain, c'est de mieux contrôler, mieux asseoir dans la coopération au niveau de la CEAC, la coopération des polices, la surveillance, pour que celui qui part de Congo-Kinshasa pour venir au Gabon, nous sachions qui il est. Nous ayons son pedigree, si je puis m'exprimer ainsi, et que nous sachions qu'il vient chez un tel pour tant de temps ou bien faire autre chose. C'est ça qu'il faut avoir. Encore une fois, je comprends les peurs qui peuvent habiter les uns les autres. Ces peurs peuvent être justifiées par ce que nous subissons aujourd'hui, mais ces peurs pourraient demain ne pas être justifiées si nous présentons clairement quelle est notre politique dans le domaine. Et en tant que ministre des Affaires étrangères, nous travaillons avec notre collègue de l'immigration pour asseoir ces éléments-là. Parce que, encore une fois,
nous ne pourrons plus demain ne pas accepter. Nous avons signé toutes les conventions. Nous avons signé l'intégration au niveau de la zone de libre-échange continentale. Derrière la libre circulation des marchandises, il y a toujours la libre circulation des personnes. Et donc, nous ne pourrons plus demain empêcher. En revanche, nous devons mieux contrôler. Et les pays les plus ouverts sont aussi les pays où on contrôle le mieux qui est qui fait quoi, où, quand, comment. Et parlant de... Monsieur le ministre, vous avez parlé du fait que vous travaillez avec votre collègue ministre de l'immigration. J'ai envie de savoir si vous travaillez aussi avec votre collègue ministre de l'économie, parce que dans une zone telle que la CEAC, où bien sûr ce serait facile pour nous d'acheter, comme vous disiez, de la viande et tout ça d'autres pays, est-ce qu'aujourd'hui les entreprises gabonaises sont prêtes à produire ou ont le niveau de production qui permettrait de répondre aussi aux besoins d'exportation pour ne pas finir dans les prochaines années dans une position éternelle de toujours importer en fait la totalité de ce dont on a besoin. Parce que qui dit ouverture des frontières dit concurrence. Est-ce que nous sommes compétitifs? Voilà. Vous avez raison de poser cette question et bien sûr que c'est une politique gouvernementale. Nous travaillons ensemble. Nous travaillons sur les grandes lignes directrices qui sont fixées par le chef de l'État, sa vision. Nous travaillons sur la coordination du chef du gouvernement et les ministres entre eux travaillent. Hier, nous avions une séance de travail au ministère des Affaires étrangères qui a regroupé le ministre de l'économie, le ministre du commerce et madame la ministre chargée de l'investissement autour de ces problématiques-là. À savoir, la zone de libre-échange continentale est rentrée en vigueur au mois de juillet 2019. Au mois de juillet 2020, on arrête les barrières tarifaires par les douanes. Ça veut dire que nous ouvrons nos frontières. C'est ce que ça veut dire en juillet 2020. Mais il faut qu'on ajuste nos économies et vous avez raison. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État, dès 2010, a engagé la question de la diversification de l'économie. Il faut qu'on produise au niveau gabonais pour pouvoir exporter et avoir de la valeur ajoutée. C'est réel, mais ça prendra un peu de temps. Un peu de temps pour que nous puissions avoir les produits manufacturés de qualité qu'on va exporter. Mais entre-temps, il y aura une période transitoire où naturellement on va subir, mais on pourra moins subir parce qu'on va fixer les normes de ceux qui rentrent chez nous. À défaut d'avoir une barrière par les tarifs douaniers, il faut avoir une barrière par la qualité, donc par les normes de ce qui va rentrer sur le marché gabonais. Pour le moment, ces normes ne sont pas appliquées et sur le marché gabonais, pardonnez-moi, rentrent un peu des produits qui ne sont pas toujours commercialisables dans d'autres pays. Monsieur le ministre, vous avez vous-même reconnu que nous sommes quand même forts dans quelques domaines, surtout celui des technologies. Mais quand vous bougez en tant que ministre des Affaires étrangères dans ces zones-là, pourquoi vous n'emmenez pas les champions nationaux pour qu'ils voient à vos côtés comment ça se passe dans ces pays, comme font d'autres chefs d'État ou gouvernements? Vous savez, lorsque nous avons été invités à la TICAD au Japon, je me suis adressé au patronat gabonais pour leur dire, moi je vais au Japon, c'est une mission qui a un caractère économique. Et je souhaite que le patronat soit de la délégation. Vous serez surpris, mais ils ne sont pas venus. J'ai dû me résoudre à aller avec l'ANPI que nous avons amené. Et vous avez raison, on verra à faire en sorte que prochainement, certains d'entre vous soient de la délégation. Vous avez tout à fait raison. C'est ce que d'autres font. On va de plus en plus le faire également. Et précisément, nous travaillons pour que le prochain sommet de la CEAC à Libreville au mois de juin, il y ait à marge du sommet un forum économique, un forum d'affaires, pour que vous puissiez être en capacité de rencontrer des hommes d'affaires venus des autres pays et d'échanger directement avec eux, de nouer avec eux les partenariats. Ce que nous faisons, nous, c'est de poser les bases politiques qui permettront aux chefs d'entreprise de pouvoir commercer et échanger entre eux. Ce ne sera pas le ministère qui ira signer la convention, on va signer au niveau politique pour que vous ayez la possibilité de vous mouvoir dans cet espace librement en tant que chef d'entreprise. Libreville accueillera du 13 au 14 janvier le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Qu'est-ce qui justifie d'abord le choix du Gabon? Parce que la dernière fois, il y a 15 ans, le Gabon a habité cette rencontre. Quel est l'enjeu aujourd'hui? Je vous ai indiqué tantôt que le Gabon a toujours fait figure de précurseur. Et c'est dommage parce que souvent nous le faisons et nous n'en assurons pas le suivi. Nous avons abrité, je vous l'ai rappelé, le sommet de l'OUA en 1977. Nous avons accueilli au Gabon, à Libreville, les ACP. Nous avons accueilli ici en 1993 le second sommet africain-américain. Nous avons été les premiers en 2015 à accueillir la célébration de la décennie des Afro-descendants. Les autres l'ont accueilli par la suite et on voit ce qu'ils en ont fait.
On voit ce que le Ghana a fait de cette descendance aujourd'hui en proclamant l'année du retour. Le Ghana a accueilli 1 million de visiteurs sur son sol en une année. Donc nous avons souvent été les précurseurs et malheureusement, on n'a pas pu faire le suivi. Le choix du Gabon, c'est le choix de la stabilité de notre pays. Le choix du Gabon, c'est le choix des enjeux liés à ce que le Gabon accueille sur son sol. Nous accueillons le siège de la CEAC, je l'ai indiqué, mais nous accueillons également le siège de l'UNOCA, qui est dans le bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, et dont le président, le directeur plutôt, le secrétaire général adjoint, est installé à Libreville, M. Luceni Fall. Et donc pour tous ces aspects-là, la stabilité, notre engagement en faveur de la paix sur le continent, parce que nous sommes exportateurs de paix, notre engagement en faveur de la sécurité sur le continent amène l'Union africaine à choisir de venir à Libreville tenir sa retraite du Conseil de paix et sécurité. De quoi est-ce qu'il s'agit? Les ministres vont se réunir et vont examiner les situations sécuritaires au niveau du continent africain. D'abord, la sous-région Afrique centrale, qui connaît un certain nombre de foyers, la RDC, où il y a quelques incursions dans l'Est, la RCA, la situation sécuritaire au niveau du golfe de Guinée, avec la piraterie maritime, la situation au Soudan, la situation en Libye, la situation au Sahel. Tous ces éléments vont faire l'objet de discussions entre ministres africains du Conseil paix et sécurité pendant 2 jours pour arrêter des lignes directrices qui permettront, lorsque se tiendra le sommet de l'Union africaine, de dégager des positions et on pourra avoir le consensus de Libreville sur tel aspect, sur tel point. Et on pourra également indiquer à ceux qui nous représentent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, les membres africains, on pourra leur donner des directives de l'Union africaine à partir de la réunion de Libreville sur les positions africaines au niveau des Nations Unies. Donc c'est une réunion très importante. On attend une trentaine de ministres, on attend à peu près 60 ambassadeurs, plus les gens de l'Union africaine. C'est une rencontre qui vient à la suite du sommet et qui fait bien de Libreville à nouveau une plaque tournante de la diplomatie africaine. Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé tout à l'heure avec les soubresauts, les zones d'instabilité qu'il y a en Afrique. Est-ce que ça ne paraît pas comme une réunion de plus au regard de l'incapacité de l'Union africaine à pouvoir résoudre un certain nombre de conflits à travers le continent? Vous savez, lorsqu'on sort de la Première Guerre mondiale, l'on ne se dit plus jamais ça. On met en place la Société des Nations, qui n'a pas réussi à régler les crises. Il y a eu une Deuxième Guerre mondiale, on a mis en place les Nations Unies. Depuis qu'elles sont en place, il y a toujours des crises. Mais on continue à discuter, parce que tant qu'existeront des humains, il y aura des différends qu'il faudra régler. Mais l'Union africaine permet aujourd'hui de résoudre pas mal de crises. Lorsqu'on est dans une situation qui est désormais stable en Centrafrique, c'est grâce à l'Union africaine et à la CEAC qui ont parrainé les accords de Khartoum, qui ont permis aujourd'hui, ces accords-là, aux différentes parties centrafricaines de s'entendre sur la formation d'un gouvernement. Ils sont venus à la table de discussion. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques difficultés, mais nous sommes en train de travailler à consolider cet accord. Nous avons travaillé également au niveau de la RDC pour essayer d'asseoir quelque chose. Donc vous ne pouvez pas totalement dire que non, il y a des soubresauts, mais il est toujours utile justement que les diplomates se rencontrent parce que la paix est d'abord une question de diplomates. Dès qu'on sort les canons, ce n'est plus la paix, c'est la guerre. Donc la paix, elle est garantie par les diplomates et par les discussions en amont. Alors, il y a aussi que le Gabon est membre de la commission des pays de la zone du golfe de Guinée. Aujourd'hui, le Gabon a été victime d'un acte de piraterie, notamment à la rade de Libreville. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des signes qui pourraient rassurer les populations sur une coopération réelle au niveau de cette sous-région-là pour combattre ce type d'activité criminelle? Ce qu'il faut savoir, c'est que la coopération existe. Et c'est parce qu'elle existe que ces actes-là sont rares. Si la coopération n'existait pas, on subirait ça tous les jours. Elle existe, on a subi, comme d'autres pays du Golfe de Guinée, on subit ces éléments-là. Mais grâce à la coopération, nous avons travaillé à davantage sécuriser et il faut continuer à travailler. On ne pourra pas y arriver seul. Nous avons 800 km de côte à surveiller. Notre voisin immédiat, la Guinée équatoriale, a la côte à surveiller. Le Cameroun également, Sao Tomé et Principe est entouré d'eau. Et on a de plus en plus d'activités, effectivement, de criminalité au niveau du Golfe de Guinée, qui aujourd'hui est une des zones les plus criminogènes dans ce domaine-là. À peu près 80% des actes de piraterie maritime se produisent dans le monde aujourd'hui au niveau du Golfe de Guinée. Ça montre bien l'intérêt qu'on a à la coopération. La coopération entre pays, la coopération avec des partenaires, les Nations Unies, les États-Unis, l'Union européenne, la France et d'autres partenaires.
nous sortons de quelques exercices avec des partenaires belges. Nous sommes en exercice aussi avec des partenaires espagnols et nous continuons à travailler. C'est parce que la coopération existe qu'on a réussi jusqu'à présent à limiter les dégâts. On a subi, ça nous a permis de comprendre qu'on a peut-être eu des failles. Il faut continuer à renforcer la surveillance maritime. Qu'est-ce qui traduira aujourd'hui qu'on n'a pas encore de réels détails sur les éventuels assaillants? Si il est dit que la coopération se poursuit et qu'il y a réellement échange d'informations entre les différents pays de la commission des pays du Golfe. Nous échangeons. J'ai reçu tous les ambassadeurs représentant les pays du Golfe de Guinée ici à Libreville. Nous avons eu un certain nombre d'informations, mais qui sont encore des niveaux stratégiques. Et nous les communiquons au ministère de la Défense, au ministère de l'Intérieur, mais ce ne sont pas des informations à mettre pour le moment à la disposition du grand public. Mais nous travaillons, ne vous en faites pas, la coopération existe avec les pays voisins, avec les pays amis, avec le Golfe de Guinée, et nous savons désormais un certain nombre d'éléments qui ont pu mener cette attaque, où se situerait-il actuellement. On ne peut pas le livrer sur la place publique. Monsieur le ministre, il y a d'autres États qui viennent avec une autre monnaie. Comment vous allez faire pour gérer un peu les échanges? Parce que quand on parle économie, on parle aussi de l'argent. Oui. Non, on revient sur la CAC. Et sur la CAC, j'imagine sur le CFA, c'est ça? Non, pas forcément. Il y a d'autres États qui ont La d'autres convertibilité Angola, des monnaies on entre ceux n'utilise pas qu'utilisent forcément. la RDC, le Rwanda, l'Angola, Comment on les va pays faire de la CEMAC. Pour compléter ce qui se passe, monsieur le ministre, c'est que ces derniers temps, par exemple, peut-être que là, vous allez dire qu'on parle de monnaie, mais ces derniers temps au Gabon, tout le monde a relevé la question de la rareté des devises désormais. Après, on rentre dans une zone où en Angola, au Rwanda, ils n'utilisent pas forcément la même monnaie que nous. Alors, ok, on va dynamiser les échanges, on va avoir plus de quantité et tout ça, plus d'importation et d'exportation. Comment on fait pour faire tout ça avec des pays qui ne partagent pas la même monnaie? Mais vous le dites comme si la CAC était en création aujourd'hui. La CAC existe déjà avec tous ces pays qui ont chacun sa monnaie. La CAC, c'est aujourd'hui 11 États avec 6 monnaies différentes. Lorsque vous prenez la SADC, presque chaque pays de la SADC a sa propre monnaie. L'East African Community, chacun a sa monnaie et pourtant ils commercent entre eux. Dès qu'il s'agit d'échanges au niveau international sur un certain nombre de produits, cela se fait en dollars. Le pétrole, le manganèse, le bois, c'est en dollars. Mais les autres échanges se font dans la monnaie locale. Et cette monnaie, ils ont mis en place des mécanismes de convertibilité et des mécanismes qui sont indiqués par les banques centrales de ces pays-là. Et nous le ferons également en ce qui concerne la CEAC. Les banques centrales vont travailler à faire en sorte qu'il y ait cette convertibilité entre monnaies. À défaut, on passera toujours par les devises. étrangères. Bien sûr. Qui sont rares au Gabon en ce moment, comme l'euro par exemple. Ça, c'est un autre débat. Vous savez qu'il y a eu un sommet à Yaoundé, 2 sommets d'ailleurs. Un premier sommet qui a permis aux chefs d'État de sauver nos États, nos pays, des menaces de dévaluation. Ils ont sauvé nos pays de la menace de la dévaluation. Le constat a été fait de la rareté des devises parce que la plupart des devises étaient situées à l'étranger. La plupart des entreprises au Gabon, au Congo, au Cameroun ou ailleurs font leurs échanges à l'international avec des stocks de devises à l'étranger. D'où il a été demandé qu'il y ait davantage de stocks de devises au niveau local pour reconstituer nos stocks de devises. C'est pour cela qu'il y a eu cette rareté et les ministres de l'économie sont actuellement en train de travailler en regardant, le dernier sommet de Yaoundé a fait le point pour regarder où est-ce que nous en sommes et ils sont en train de travailler pour essayer de desserrer les taux. Mais encore une fois, le vrai sujet qui va se poser à nous, et vous avez raison d'évoquer cela, est-ce qu'il est mieux de continuer à commercer dans une devise étrangère, comme le dollar, comme l'euro, alors qu'on peut commercer entre nous au niveau de nos monnaies locales? Mais ça veut dire qu'il faut qu'on produise localement ce qu'on peut échanger entre nous. Et ça revient à votre préoccupation qui est tout à fait justifiée. Monsieur le ministre, hier, c'est Samuel Lee Jackson qui recevait un passeport gabonais par vos soins. Aujourd'hui, du moins il y a quelques jours, ce fut le tour de Ludacris. Et dans l'inconscient populaire, les gens se posent la question aujourd'hui, est-ce que l'État a décidé de brader l'octroi de la nationalité ou des documents administratifs gabonais aux acteurs, ou bien, on va dire, aux célébrités américaines? Qu'est-ce qui aujourd'hui peut justifier ces distributions de passeports? Vous appelez distribution
Vous appelez C'est mis à distribution. disposition. J'essaye Moi, d'être dans j'aurais dit l'esprit mise à du Gabonais. disposition. Les Gabonais disent distribution des nationalités tout azimut. Tout azimut, voilà. Je ne m'inscris pas dans ce qu'ils viennent de dire. Merci. Moi, je suis avec vous. Bien. Donc, il y a 2 personnalités connues sur la planète à qui on a octroyé des passeports. 2. C'est pas une distribution. Mais parlons-en. Je viens d'indiquer que nous avons été le premier pays d'Afrique à abriter et à organiser la décennie des personnes d'ascendance africaine. C'était en 2015 au Gabon. Et à cette occasion, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, avait décidé de faire en sorte que ceux qui, de la diaspora, demanderaient la nationalité, on la leur accorde. Quel est l'enjeu? Nous avons 3 enjeux. Avec 2 millions d'habitants, vous ne parvenez pas à développer un pays. Ce n'est pas vrai. Nous avons 267 667 km² à couvrir. Nous sommes 2 millions d'habitants. Les pays les plus peuplés du monde ont une politique migratoire où ils continuent à faire venir des personnes. Celui qui arrive chez vous, il produit des richesses, il consomme chez vous, et donc d'une certaine façon, il participe à faire vivre votre économie. Récemment, le Ghana, qui est, 10, voire 15 fois plus peuplé que le Gabon, le Ghana a octroyé la nationalité à plus de 250 Afro-Américains qui l'ont demandé. Ludacris, pour prendre le cas du dernier, le Ghana le lui a proposé. Il a dit, je préfère aller au Gabon, prendre la nationalité de mon épouse. Voici quelqu'un qui prend la nationalité au Gabon de son épouse. Le nombre de Gabonaises et de Gabonais qui prennent la nationalité de leur époux, est-ce qu'on peut compter? Le nombre de Gabonaises devenues françaises parce qu'elles ont épousé un Français, est-ce qu'on peut compter? Le nombre de Français devenus Gabonais parce qu'ils ont épousé une Gabonaise, est-ce qu'on peut compter? Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus poser dans notre pays un acte positif sans qu'on ne cherche absolument à y trouver matière à redire. Ça devient un problème. Mais monsieur le ministre d'État, lorsqu'on constate que Ludacris, oui, on peut comprendre, selon le code de la nationalité au Gabon, plus de 3 ans de mariage avec Eudoxie Agnan, mais pourquoi étendre cet octroi de nationalité ou de passeport ou de documents administratifs jusqu'à sa fille et sa mère? Est-ce que sa mère s'installe au Gabon? Là n'est pas la question. Si, c'est la Mais question. le fait de donner pour les Gabonais, ils ne voient pas l'intérêt que sa mère aurait à porter la nationalité gabonaise puisqu'elle ne vit pas sur le territoire. Alors, je vais vous expliquer. Le Gabon doit asseoir sa politique fiscale comme les Américains le font. Tous ceux qui sont Américains, quel que soit l'endroit au monde où ils travaillent, payent leurs impôts aux États-Unis. Oui. Donc, si vous le faites, ça veut dire que Ludacris, ça veut dire que Samuel Jackson, ça veut dire que la mère de Ludacris, aujourd'hui, là où ils vont vivre, vont payer leurs impôts au Gabon. Il faut s'inspirer des modèles qui fonctionnent. Encore une fois, quel est le choix? On en revient à la question aujourd'hui du contrôle. Vous avez dans notre pays, et c'est le ministre des Affaires étrangères qui vous le dit, c'est un membre du gouvernement qui vous le dit, vous avez dans notre pays des personnes qui arrivent et qui vont voir un maire d'arrondissement, un maire d'une commune, qui vont se faire établir frauduleusement un acte de naissance, à partir duquel ils vont se faire établir un passeport gabonais, sans avoir acquis de manière régulière la nationalité. Est-ce que vous connaissez le nombre de ces gens-là? C'est vérifiable ça, monsieur le ministre d'État? Mais bien sûr que c'est vérifiable. Vous avez des gens qui sont aujourd'hui en prison parce qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient acquis de manière frauduleuse leur passeport. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont dans la fonction publique, mais qui ont acquis de manière frauduleuse leur nationalité, et lorsqu'ils sont découverts, il y a des procédures pour les radier la fonction publique et engager des procédures au niveau du tribunal. C'est vérifié. Il y a des maires qui ont été en prison dans notre pays pour avoir distribué la nationalité de manière frauduleuse à des gens qui ne méritaient pas. Donc le choix aujourd'hui, c'est de se dire, celui qui fait la démarche de manière régulière, on examine, on lui accorde la nationalité. On ne l'accorde pas au marché. Ce monsieur a fait sa demande. Vous avez un acteur américain qui fait ses recherches et qui dit, mais moi, mes aïeux sont venus du Gabon. Si ce monsieur avait dit qu'il venait du Ghana ou du Nigeria, on l'aurait accueilli à bras ouverts. Il a dit, je viens du Gabon, petit pays d'Afrique centrale, d'une ethnie gabonaise benga, minoritaire, mais il revendique cela. Nous, ça nous pose problème à quel niveau? Est-ce qu'il en a fait la demande express? Vous pensez que le ministre gabonais de l'Intérieur, le ministre gabonais des Affaires étrangères vont comme ça engager une diplomatie du passeport sans que pour autant les uns et les autres aient fait la demande? Nous ne sommes pas à la quête
de distribuer les passeports. Nous les donnons à ceux qui en font la demande après examen préalable de leur dossier. Très bien. Alors, il y a aussi que, actuellement, au niveau de votre ministère, il y a un certain nombre de situations qui s'imposent, notamment, on va dire, c'est inhérent au fonctionnement des ambassades à l'étranger. Aujourd'hui, d'aucuns disent que certaines structures ou infrastructures qui accueillent nos diplomates ne seraient plus en état de pouvoir, aux normes. Quelle est la situation exacte de nos jours de ces structures-là? Notamment, on parle des États-Unis où le bâtiment n'est plus en mesure réellement d'accueillir les fonctionnaires de votre ministère. Vous êtes très gentil de commencer à parler de ce qui se passe à l'étranger, alors qu'au Gabon même, le ministère n'est plus dans ses locaux. On allait y arriver, monsieur le ministre. Commençons par cette situation. Non, nous avons adopté pendant des années une diplomatie qui se voulait tous azimuts. Ça nous a amené à ouvrir des ambassades un peu partout dans le monde, plus que peut-être de raisons. Aujourd'hui, il faut maintenir notre influence diplomatique, mais en regardant où est-ce que nous maintiendrons des ambassades, où est-ce que nous maintiendrons des résidences, parce que d'autres pays le font. Vous avez au Gabon des États européens qui ont pour résidence Libreville et qui, depuis Libreville, couvrent certains pays d'Afrique centrale. Nous pouvons nous en inspirer, nous également, pour réduire nos dépenses, mais en maintenant notre influence diplomatique. On peut tout à fait, à partir d'un pays européen, en couvrir 3, 4 ou 5. Les voies de communication existent, les moyens de transport existent, donc nous allons nous inspirer. Je ne peux pas déjà livrer ici la totalité de ceci parce que ça doit encore être validé au niveau du gouvernement. Mais nous travaillons aujourd'hui sous les institutions du chef de l'État à adopter une nouvelle carte diplomatique. Mais de nombreuses situations sont déplorables parce qu'elles sont liées à 2 facteurs. Le premier facteur, c'est la sous-budgétisation. Ça veut dire que on inscrit les budgets en deçà de ce qui est nécessaire et donc ça crée de la dette. Le deuxième sujet, c'est effectivement les priorités. Lorsque l'ambassadeur reçoit de la ressource de la part de l'État gabonais par le Trésor, parce qu'encore une fois, le ministre ne gère pas les ressources des ambassades, elle gère ses ressources de manière autonome, mais lorsqu'elle est mise à disposition, parfois, certains choix sont faits sans tenir compte des priorités. Et donc, nous allons pouvoir indiquer des règles qui vont fixer ces priorités-là. C'est dommage de n'y songer que maintenant, parce qu'il y a plusieurs situations qui sont accumulées. On doit beaucoup d'argent, ce sont des dizaines de milliards que nous devons soit au niveau des organisations internationales, soit au niveau des frais de scolarité, de loyer. Exactement. Mais le ministère de l'économie est sensibilisé à cela et nous travaillons pour apurer progressivement la situation. Et votre siège, au Gabon, D'après, vous allez remettre en place? Pas plus tard qu'il y a 2 jours, lorsque le chef de l'État a reçu les vœux des diplomates, il m'a à nouveau fait le grand honneur d'évoquer ce sujet. Et nous attendons dans la journée aujourd'hui que des entreprises viennent regarder parce que nous voulons repartir à notre siège. Oui. Il faut le réhabiliter. Certains disent qu'il est amianté. On va vérifier le niveau d'amiante. Le bâtiment, on peut le désamianter. Il faut réhabiliter ce bâtiment. Monsieur le ministre, vous êtes encore au niveau de vérification ou vous avez choisi de délocaliser? Il y a eu une première expertise qui a indiqué le niveau de financement qu'il faudrait pour réhabiliter. Mais il faut toujours une contre-expertise parce que le niveau qui a été indiqué est peut-être le bon, mais il faut une contre-expertise. C'est ça qui est recommandé aujourd'hui. Je ne peux plus m'asseoir dans mon coin pour choisir seule une entreprise. Il faut toujours essayer de confirmer pour avoir le choix entre 2 ou 3 possibilités. Gina. Monsieur le ministre, Dernière question. le Henley Passport Index a sorti son rapport la dernière fois. Dans le monde, il y a ce qu'on appelle les super passeports, notamment celui des Seychelles ou celui de l'île Maurice et de l'Afrique du Sud, qui permettent alors aux détenteurs de partir dans 152 pays, 146 pays et 102 pays respectivement, sans avoir besoin de visa. Au Gabon, on oscille entre certains sites disent 45, d'autres disent 55 pays. Monsieur le ministre, quelle est la stratégie que le pays va prendre? Vous savez qu'il y a une nouvelle classe gabonaise qui est une nouvelle classe Très moyenne mobile. qui a envie de voyager, mobile. qui a envie de bouger. Sauf qu'il y a encore des zones au Gabon où on est obligé d'avoir un visa. Vous avez raison, mais les 3 pays que vous avez cités sont les pays les plus ouverts. L'île Maurice a signé des conventions avec plusieurs pays et dont la réciprocité fait que plus vous signez de conventions, plus vous avez des pays ouverts. L'île Maurice, les Seychelles, l'Afrique du Sud. Mais lorsque nous, Gabon, nous voulons le faire, vous avez toujours des Gabonais pour vous dire « Ah, mais vous voulez ouvrir le pays à tout le monde. » Mais précisément, si on ouvre le pays à l'Angola, l'Angola ouvre le pays au Gabon. C'est ça qu'il faut faire. Il faut continuer à signer les conventions
avec plusieurs pays. On a signé récemment avec le Niger et on nous a dit mais qu'est-ce que les Nigériens viennent faire au Gabon? Il y a des Gabonais qui apprennent au Niger. Vous savez, moi, quand j'ai été, je termine par ça, j'ai été récemment au Sénégal et je viens de recevoir hier sur mon bureau le rapport de notre ambassadeur au Sénégal. Il y a plus de 7000 Gabonais qui apprennent aujourd'hui au Sénégal. 7000. Dont à peu près 300 à 350 pour les filières en lien avec la médecine. Ils ne sont pas boursiers d'État gabonais. Ils y vont par les moyens de leur famille. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la question des visas avec le Sénégal, il faut qu'on la règle. Parce que nous avons de plus en plus de Gabonais qui y sont. La question des visas avec le Ghana, il faut qu'on règle. La question des visas avec la France, monsieur le ministre. Toutes ces années. Mais vous voyez, vous voulez tous aller en France. Moi, je ne veux pas des pays africains et tout le monde rêve que de la question de la France. Le problème des visas avec la France, c'est que la France est maintenant liée par la question de l'Union européenne avec la question Schengen. Donc, si vous rentrez en France, vous rentrez dans tous les pays Schengen. Or, nous n'avons pas toujours de bons accords de coopération avec les autres pays membres du l'espace Schengen. C'est la raison pour laquelle la France toute seule ne peut plus, parce qu'elle est liée par la question de l'Union européenne, mais signons des conventions avec les pays africains qui peuvent nous apporter tout autant que la France. Merci, monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, monsieur Alain-Claude Bilévin-Zé, qui est avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, au période de la capitale, sur la radio, la période de la capitale. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute de nos programmes, monsieur le ministre. Bonne journée à vous et félicitations encore pour le travail que vous faites. Merci, restez connectés sur les 104.5. Voici René Ruth. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.